Suite et dernier chapitre de cette matinée consacrée au colloque de l'établissement public foncier d'Île-de-France, nous avons eu notre séquence sur l'inclusivité, nous en avons eu une sur la densification, et voici ce que j'appellerais notre séquence ville-jardin sur la thématique de construire une urbanité accessible à tous. Nous allons pouvoir en débattre grâce à encore une fois un panel d'intervenants où nous retrouverons une économiste, Isabelle Barrot-Serfati, une représentante de la profession de l'architecture, puisque vous êtes présidente du Conseil de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, Christine Lecomte. Nous avons également deux représentants justement de ces villes qui font le périurbain francilien, avec Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui est le maire de Mennecy et qui est par ailleurs vice-président de la région Île-de-France, et Laurent Girometti, le directeur général de l'EPAMarne. Mais conformément à ce qui est le rituel de cette matinée, nous allons d'abord nous tourner vers Jean Viard, qui est avec nous via le digital, qui va, avec lui, on va l'écouter pendant une dizaine de minutes, puisqu'il va nous parler de l'idée même de ville qui, selon lui, va être totalement bouleversée. Bienvenue, Jean Viard, merci de vous joindre à nous. Bonjour, j'essaye de régler la lumière, mais bon. L'essentiel, c'est le son pour l'instant, pour que nous vous entendions bien. On est ravis de vous accueillir grâce, encore une fois, au digital et à la technologie. Je le disais, nous allons parler du périurbain, de ces villes-jardins qui sont un concept que beaucoup appellent de leur vœu, mais dont on sait qu'il est assez difficile à atteindre. Revenons sur cette idée de ville et la manière dont elle peut être remise en question, la ville-centre et sa périphérie, des sujets qui vous sont chers. On vous écoute pour une dizaine de minutes. La première chose, si vous voulez, pour faire le lien avec le débat précédent, c'est que la ville n'est pas faite pour ses habitants, quoi. Moi, quand j'écoute les élus parisiens, des fois je sursaute, parce que cette ville, d'abord, elle se dépeuple un peu, et puis elle est un carrefour. Moi, je la pense toujours comme une gare, avec des trains qui vont partout. Il y a des trains de banlieue, il y a des trains courts, il y a des trains loin. Et au fond, c'est ce cœur de rail, pour moi, une métropole comme Paris, ou comme toutes les grandes métropoles. Donc, au fond, l'habitant, pour moi, n'est pas au cœur du sujet. Ce qui est au cœur du sujet, c'est l'articulation de toutes ces échelles, ce que disait d'ailleurs très bien Jean-Marc Hoffner, et je crois que c'est important de le dire. La deuxième idée que je voudrais rajouter dans le débat, c'est que la question qui nous est posée, c'est comment on vit maintenant qu'on a inventé la toile. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'une grande ville? Une grande ville, c'est l'endroit où la densité de la toile croise la densité humaine, technologique, scientifique, financière. Et puis ça se diffuse. Mais l'urbanité, aujourd'hui, elle est d'abord sur la toile avant d'être dans le territoire. Et ça aussi, c'est un enjeu complètement nouveau qu'il faut avoir en tête. Troisième idée que je voulais mettre comme ça en entrée, je ne sais pas si vous avez vu l'article de Jacques Lévy après les élections américaines. Il a fait des cartes dans le monde remarquables en disant, au fond, il y a deux groupes. Il y a les gens qui se sentent dans le flux, dans les villes de plus de 2 millions d'habitants, et les gens qui se sentent scotchés, qui sont en dehors. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent tous mal, ça veut dire qu'ils ont l'impression que la mutation du monde ne les concerne pas. Et au fond, cette différence qu'on a fait aux États-Unis entre où Trump a été élu dans les communautés de moins de 2 millions d'habitants, on a la même en Angleterre où Londres était pour l'Europe, et la même en Catalogne, et la même en France où le Front National double à 2 kilomètres d'une gare. Donc on est en train de couper nos sociétés entre des cœurs, effectivement, qui sont des cœurs numérisés, qui sont... Paris, par exemple, il y a combien de millions de résidences secondaires? C'est-à-dire, au fond, ces gens, ils partent tout le temps en vacances, ils font l'analyse de leur pollution quand ils vont travailler dans la ville. Oui, mais si on rajoute les vacances, si on rajoute les résidences secondaires, on a une autre vision du territoire. Donc, c'est quand même eux qui ont l'essentiel des résidences secondaires françaises. Il y en a 3,5 millions, y compris dans les quartiers populaires où il y a beaucoup de résidences secondaires en Afrique. Une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on se rappelle qu'il y a 16 millions de maisons avec jardin dans ce pays pour 12 millions d'appartements, et que les 12 millions d'appartements possèdent une grande partie des 3,5 millions de résidences secondaires. Ayons aussi cette vision. Plus de 60% des Français ont un jardin. On l'a bien vu pendant la pandémie. Donc, ayons cette vision plus équilibrée des grands espaces. Et après, qu'est-ce que ça me donne tout ça? Deuxième chose, la crise des Gilets jaunes, c'était quoi? C'était le territoire des lotissements qu'on a construit depuis la guerre, plus du rural profond où les gens étaient allés travailler en ville parce qu'il n'y avait plus de travail sur place. C'est ça, au fond, les Gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'on a vu pendant la pandémie? Pendant la pandémie, je vais aller très vite, on n'a pas le temps, mais on va dire, j'ai vu des bobos télétravailleurs qui quittaient la ville, qui se posent la question d'aller s'installer à Tours, à Mortagne-en-Perche, pour parler de Paris, puisque vous êtes parisien, à Beauvais. C'est-à-dire, au fond, de se dire, si je vais à Paris 2 fois par semaine, où est-ce que je peux aller habiter?
Et au fond, pour le même prix, j'aurai une maison, mais j'aurai de l'identité. Ah, moi, j'ai choisi Tours. Ils ne vont pas aller là où il y a des gilets jaunes. Ils ne vont pas aller là. Les gilets jaunes, ils choisissent le prix du mètre carré pour leur lotissement et leur distance au rond-point et aux 2 autoroutes pour aller travailler. Et on leur a dit, les mecs, vous êtes nuls parce que votre modèle, il est perdu, vos petites manioles diesel, vos maisons pas isolées. Et où est-ce qu'ils se sont réunis? Ce n'est pas dans les mairies, c'est sur les ronds-points. Parce qu'ils ne sont pas allés dans une commune, à la différence des télétravailleurs bobos. Ils sont allés sur des terrains en fonction du prix du mètre carré. Donc, il n'y a pas un extérieur de ville, il y en a au moins 2. Il y a effectivement le monde, on va dire, gilet jaune pour faire carte postale, le monde, on va dire, télétravailleurs bobos pour faire carte postale. Et autour de tout ça, il y a effectivement la France arabe qu'il faut sanctuariser, protéger, 55% du sol, 20% de forêt. Et ça, il faut les protéger essentiellement parce que l'avenir du monde écologique, il est quand même plus dans les campagnes, dans l'inventation de nouvelles agricultures, produire de l'énergie, produire du vêtement, etc. Et là, on a une crise agricole, on a la fin d'un modèle. Mais ce qu'il faut sanctuariser, c'est le foncier, c'est le sol et c'est la forêt. C'est essentiel pour le vide. Et donc, au fond, qu'est-ce qu'on a? On a des côtés, ces cœurs de métropole, en France, mettons qu'il y en ait 8, qui produisent 61% du PIB pour aller très vite, et qui vont continuer à augmenter. De l'autre côté, on a ces terres arables et ces forêts, où on n'a pas besoin d'un grand projet. On n'en a pas. On n'en a plus eu de grand projet, on va dire, depuis Pisani. Et entre les deux, on a tout ce que la ville a mis à son extérieur, les lotissements populaires, les grands commerces, une partie. Et là, on n'a pas de construction politique. On n'a effectivement pas pensé ce territoire. C'est ça que j'appelle la ville-jardin, mais tout à l'heure, Jean-Marc Hoffner, lui, parlait de campagne urbaine. Au fond, on peut jouer sur les mots, on est d'accord sur le fond. Et là, on n'est pas dans un espace politique. On a l'état de myriade de petites communes. Moi, j'ai été vice-président de Marseille-Provence Métropole. Je gérais les déchets. J'avais 128 000 maisons avec jardin dans mon territoire qui représentaient 350 000 personnes sur la communauté urbaine. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est tout ce territoire. Donc, la question qui nous est posée, c'est de penser ces 3 territoires pour moi. Le territoire, effectivement, de la terre arabe à sanctuariser, comme l'ont fait les Suisses et les Canadiens, en y intégrant la forêt et en construisant un nouveau modèle. Et là, on est on va dire, dans un monde rural, un peu traditionnel, même si la plupart des habitants ne sont évidemment pas agriculteurs. Il en reste que 450 000, on en a perdu 1 million en 40 ans. On a ensuite la métropole, qui est un lieu d'accélération de l'innovation. Et donc, l'Europe est en retard dans la création. Il faut la renforcer d'un point de vue de sa compétence d'accélération des innovations, et notamment Paris, qui est la grande métropole européenne dont on devrait faire le cœur de la construction européenne. Et autour, il faut qu'on organise ce territoire, mais qu'on l'organise d'abord par la politique. Moi, j'ai entendu beaucoup de débats ce matin. Vous savez, moi, je pense qu'il faut couper les grandes villes. Je pense que le Mirail à Toulouse, ça devrait être une mairie. Je pense que les quartiers nord à Marseille, ça devrait être une mairie. On a des tas de discours, il faut faire confiance à la démocratie, même si on a des mairies qui vont être d'extrême droite, qui vont être radicales, politiques, etc. Il faut couper ces grands ensembles politiques qui ne sont plus gérés que par des techniciens, etc. Bon, donc là, on a ça, et et c'est vrai dans les villes, moi je suis pour la disparition des mairies-centres à Paris, Lyon et Marseille, et pour qu'on ait des métropoles puissantes avec des mairies à l'intérieur. Je crois que là-dessus, il faut être révolutionnaire, il faut casser nos cadres. Et après, se dire comment une grande métropole parisienne, peut-être à l'échelle de la région, ça c'est pas à moi d'arbitrer, va pouvoir penser ce qu'il y a entre la métropole et la terre arable, va pouvoir l'organiser, pas sur les communes, on a bien vu avec les Gilets jaunes, ils sont pas allés à la mairie, ils savent même pas où elle est, d'ailleurs ils ne participent pas aux élections, ce qu'ils connaissent c'est leur terrain, le supermarché, les 2 autoroutes, et ils ont un sentiment d'abandon sociétal, pas social, sociétal, ils habitent nulle part, ils ne savent pas membre d'un groupe. Et donc, on a ça. Et puis, on a ce qui est en train de se passer, cette ville télétravailleuse bobo. Et les deux, comment on fait des ponts entre les deux? Comment on pense la société horizontale? Comment on multiplie les tiers-lieux? Comment on multiplie les lieux de coworking? Comment les communes les plus loin construisent des sites universitaires près des universités pour que les enfants de la périphérie de la métropole ou du rural derrière aient une chambre en cité pour faire ses études? Comment on fait aller les gamins de l'extérieur vers les matchs au PSG? Parce que ce qu'ils va aller voir, c'est le PSG. Sauf que les transports scolaires ne s'occupent pas de ce genre de transport. Comment on organise la société horizontale dans ce territoire et comment on recrée une carte politique aux 3 niveaux. Le monde rural va pas mal, on va dire, avec ce qui se passe. Bon, on va le laisser, c'est 60% du sol national. Et dans ce périurbain, il faut là recréer à l'échelle des gens, peut-être à l'échelle des collèges, où on pourrait tout à fait penser qu'on pourrait mettre un lieu de coworking sur le même parking, on pourrait tout à fait mettre un lieu des services publics. Et donc, si vous voulez, cette proximité-là, qui au fond, je dis le collège, mais c'est parce que je suis plus républicain que proche des paroisses qui ont construit nos communes, et puis je pense que la vie des gens, elle est beaucoup organisée autour de l'éducation des enfants. Vous voyez, c'est ça un peu la réflexion. Ces 3 territoires, il y a une vraie révolution à faire, penser en même temps métropole, ville-jardin, terre arable, et comment on repense à partir de ça des modèles démocratiques pour qu'au fond, ce soit par la citoyenneté, par le débat politique,
qu'on puisse faire évoluer les choses. Merci. Merci beaucoup, Jean Viard. Voilà, nous voilà déjà dans le vif du sujet. On va se tourner donc vers les autres participants à cette table ronde. Peut-être on va commencer avec vous, Christine Lecomte, parce que la vision que nous expose Jean Viard, elle suppose vraiment de prendre la pleine mesure, la bonne mesure de ce périurbain. Je retiens l'idée que nous propose Jean Viard. En fait, on parle de 3 territoires. Et donc, il s'agit bien évidemment donc, de gérer le potentiel et les handicaps que cela génère, pour entrer dans une sorte de densification douce. C'est ça, en fin de compte, le sous-jacent du débat et de toutes les réflexions autour de ces villes-jardins. L'architecte que vous êtes, quand elle entend effectivement cette analyse du sociologue Jean Viard, et qu'on essaie de transférer ça, de le transformer en vision, en approche de votre profession, en approche des projets, comment est-ce qu'on peut justement s'orienter, s'engager vers cette densification douce ? Alors, la première chose à dire, c'est que je partage l'analyse de Jean Viard sur une forme d'oubli de politique dans les territoires périurbains. Et on va dire, je dirais même plus, notre discipline architecture, mais comme l'urbanisme et l'aménagement, souvent, si on s'y engage, c'est parce qu'on veut spatialiser la démocratie. On veut participer à cette spatialisation. Et dans ces territoires-là, de sous-jacent de la technique et politique, en fait. Elle est totalement politique et sociétale. C'est un engagement totalement politique et social. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a besoin de vision. On a besoin d'avoir autre chose qu'un urbanisme d'opportunité. Ce qu'il faut voir, c'est comment ont été construits ces espaces du périurbain. Souvent, c'est à l'arraché, des petits bouts, progressivement, quelques pavillons par-ci, par-là, des permis d'aménager. Un lotissement. Voilà, monofonctionnels, qui ont répondu à un besoin, mais qui ont surtout enrichi une partie des aménageurs sans enrichir la collectivité. On sait que dans un territoire de périurbain, pour amener les mêmes services publics à un habitant du périurbain qu'à un habitant de la zone dense, c'est pratiquement 7 fois plus en termes de fonds publics. Donc déjà, à la base, on a un souci d'égalité démocratique spatialisée. Donc là, pour nous, c'est un sujet. Mais le sujet maintenant, c'est qu'on a ça et que, comme dit Jean Viard, on ne va plus aller sur les terres agricoles. Donc, à partir du moment où on reste dans l'enveloppe urbaine, on doit regarder ce qu'on a, prendre les qualités spatiales de ce qu'on a et prendre tout ce qui est positif et essayer de réparer l'existant pour essayer de limiter les déchets, puisqu'on sait que 75% des déchets sont produits par le bâtiment et les travaux publics en Île-de-France. Donc, à partir de ce moment-là, il faut réparer, mais réparer en prenant les qualités. Et dans le périurbain, ce qui est génial, c'est qu'on a une biodiversité par les jardins. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est ça sur lequel il faut qu'on s'accroche pour faire le reste. Parce que c'est le gros avantage, en fait, de ce périurbain, c'est ça. Et pourtant, dans les politiques qui sont faites depuis des années, et je prends la loi Allure, si on regarde ce qui se passe, la division parcellaire, ça n'a pas mené à ça. Parce qu'en fait, en permettant aux particuliers de diviser la parcelle sans qu'il y ait de politique, d'organisation politique de ces espaces, qui sont parfois laissés pour compte même dans les PLU, et souvent dans les PLU, il n'y a pas d'orientation et d'aménagement de programmation dans les PLU sur les zones de lotissement. Rarement, voire jamais. Et c'est là pourtant qu'il les faudrait. Quand on utilise la division parcellaire, on se rend compte qu'on fractalise encore plus le foncier. Et donc on se rend compte que finalement, on va rajouter quoi ? Une parcelle en drapeau derrière avec une imperméabilisation du sol double parce qu'il y a un PLU qui impose 2 places de parking, etc., etc. Et du coup, on va perdre ce qui est une des qualités intrinsèques du pavillonnaire. Donc nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose la question de la réparation et on se dit, par exemple, quand on a un plan de relance qui dit on va donner de l'argent aux Français pour réhabiliter leur pavillon, et quand en même temps on se dit qu'on sait qu'ils ont le droit de diviser leurs parcelles, on se dit il y a une double manne d'argent pour, en dézoomant et à l'échelle du quartier, travailler sur des projets et pour réaménager et régénérer ces espaces pour tous. En vous entendant, en fin de compte, il faut aller au-delà de ce dont on a l'habitude, quoi. Quand on parle de périurbain, on a une tendance presque naturelle ou culturelle à se concentrer sur, d'un côté, le rêve de maison individuelle, de l'autre, le cauchemar du lotissement. Il faut aller au-delà du bâti pour avoir une sorte d'approche holistique. Alors, vous nous avez bien résumé, là, je pense, ce qui ne fonctionne pas bien ou pas de manière optimale. Est-ce que vous avez des exemples convaincants à partager avec nous de choses, d'approches qui vont dans le bon sens, qui vont dans ce sens, encore une fois, plus global que vous appelez de vos voeux? Ce qu'il faut regarder déjà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que sur le terrain, en fait, les habitants, ils n'attendent pas les décideurs.
Donc il faut muter leur tissu. Donc déjà, regardons comment ça mute. On a par exemple un salon de coiffure qui se met dans un pavillon qui est divisé en 2 appartes, une extension derrière. L'idée de co-création avec les gens qui vivent dans les territoires, comme on l'évoquait dans la première table ronde. Ça se fait déjà, sauf que ce n'est pas pensé, organisé, et surtout on ne lit pas à travers une vision de l'espace public renouvelé. Et donc c'est là de ça dont il faut partir. Isabelle Barros-Serfati, j'aimerais bien avoir le regard de l'économiste justement sur ce que l'on évoque là, sur ces réalités et ces enjeux et la manière dont les choses peuvent bouger. Merci d'abord pour cette invitation. Peut-être effectivement pour préciser le point de vue d'où je parle, moi je vais dire je fais 2 choses. D'une part, j'importe les outils de l'analyse stratégique dans le champ de l'urbain, avec l'idée que la stratégie, c'est fondamentalement l'art d'allouer des ressources rares en fonction d'un objectif. Et aujourd'hui, cette question des ressources rares, elle me paraît éminemment importante. Hein. C'est le foncier agricole, c'est l'argent public aussi. Et donc je pense que c'est aujourd'hui très important d'avoir ces outils. Et puis l'autre chose que je fais, c'est d'essayer d'articuler la dimension économique avec les autres composantes du projet urbain, notamment la composante programmatique et puis la composante écriture urbaine, en fait. Alors, fort de ça, normalement, j'avais quelques slides, je ne sais pas si on peut les passer. Je voulais, à travers cette approche d'économie urbaine, donc interpeller sur 2 points. Pardon, elles sont là, les slides ? Je ne suis pas sûr que l'on ait ces éléments. Si, c'est bon ? Voilà. Vous allez... Voilà. Alors, si on peut passer la première slide, peut-être ? Enfin, la deuxième, du coup, après le titre. Voilà, merci. Donc, le premier point sur lequel je voulais interpeller, c'était sur l'arbitrage qui, me semble-t-il, doit être fait entre 3 éléments qui vont dans le même sens. C'est le côté gauche de la balance. D'un côté, la densité, le prix de sortie des logements et l'objectif de 0 artificialisation nette, avec l'idée que ces 3 éléments vont dans le même sens. De manière simplifiée, plus c'est dense, plus le prix de sortie est faible, et moins on artificialise. Et en même temps, ces 3 éléments doivent peut-être être mis en balance avec l'enjeu des formes urbaines et des aspirations des habitants. En tout cas, c'est une question, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a sans doute un désir vers justement des formes urbaines qui soient moins denses, et notamment pour la maison individuelle, en fait. Et du point de vue de l'opérateur, cette question de l'aspiration des habitants, elle va se traduire dans la commercialité des opérations, donc c'est évidemment un enjeu très important de la variable économique. C'est ce que j'appelais la densification douce, quoi, et donc plus acceptable, effectivement. Voilà, tout à fait. Et alors, je pense que, puisqu'on parle quand même beaucoup de densité, et qu'effectivement la question de la densité, elle est clé, j'ai remis en fait ce petit diagramme qui vient de l'Institut Paris Région, qui date d'il y a quelques années, mais que je trouve absolument pertinent. C'est donc un graphique qui représente la densité bâtie, donc c'est une densité à l'îlot, hein, pas à la parcelle. Et juste pour avoir quelques repères, tout à droite, vous avez la densité de l'habitat haussmannien, avec une densité bâtie de 4,5. Au milieu, on en reparlera tout à l'heure, vous avez une densité de 1. Et puis à gauche, on est sur une densité plutôt de 0,3 avec de l'habitat individuel. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que cette question de la densité, moi je l'ai vraiment éprouvée de manière très, très compliquée dans le cadre d'une opération que j'ai pu suivre. Alors, si on peut passer la slide d'après. C'est une opération sur laquelle je suis intervenue pour réaliser un audit financier. Elle est portée par l'aménageur et Grand Paris Aménagement. C'est l'opération de la ZAC Louvre-Puiseux. On se trouve à 4 km de Roissy. On est sur une opération qui fait 80 hectares et qui prévoit un peu plus de 300 000 m² de surface de plancher, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette opération et très interpellant, c'était 3 choses. Le premier point, c'est qu'on voit que l'opération, donc elle a été initiée en 2011, un dossier de création 2011, dossier de réalisation 2013. On voit que le parti pris initial de l'opération, c'était de faire de la densité. C'est ce qu'on voit au milieu avec le quartier gare qui a été conçu par Roland Castro. Mais plus l'opération a avancé, et moins on a été vers de la densité. Là, on voit les terrains qui sont prêts à être aménagés au nord, c'est le quartier des Frélieux. Et là, on va être sur une densité bâtie qui va être entre 0,5 et 1. Et puis là, on ne le voit pas, mais il y a une autre partie de la ZAC qui se trouve à gauche de la photo, où là, on sera sur une densité qui va être plutôt de l'ordre de 0,2, 0,3. Donc, plus à gauche du diagramme. L'image est assez saisissante, hein. On a l'impression d'avoir 2 aires urbaines qui ont été juxtaposées. Voilà, et c'est pour ça que je trouve que on est précisément dans l'entre-deux qu'évoquait Jean Viard, en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cœur dense de la métropole, mais on n'est pas non plus dans ses franges. Et même à cet endroit-là, on voit bien toute la difficulté qu'il y a à faire cette opération. Le deuxième élément que soulève l'opération de Louvre-Puiseux, c'est qu'il s'est avéré que pour l'aménageur, ça pouvait être plus intéressant pour lui financièrement de réaliser des lots à bâtir
et de vendre éventuellement des grands lots à des lotisseurs plutôt que de vendre des charges foncières à des promoteurs. Donc ça me paraît un point assez interpellant. Et le dernier point, c'est que même sur l'opération dense du centre-ville, eh bien, on a eu un déficit financier très important parce que en fait, cette partie de l'opération a supporté la prise en charge d'un certain nombre d'équipements publics, notamment toute la réalisation du pôle gare et la réalisation d'un pont sur le RERD qu'on voit à droite. Et ça fait que ces équipements publics ont été supportés par les seuls acquéreurs de l'opération, du centre de l'opération, mais avec des questions derrière de faisabilité financière. Et ça me renvoie au deuxième point, et puis ce sera mon dernier point, si on peut passer la dernière slide, c'est qu'il me semble qu'il y a un deuxième arbitrage qui est autour de la question de qui prend en charge les communs, c'est-à-dire qui prend en charge les espaces et les équipements publics. Alors c'est bien de faire du logement, mais des logements sans équipement public, ça ne suffit pas. Qui prend en charge les services urbains et qui prend en charge les péréquations, c'est-à-dire à la fois la question de la mixité sociale et la question de la mixité programmatique. Logement, bureau, équipement public, commerce, activité. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est bien dans cette balance entre trois échelles. À gauche, ce qui est pris à l'échelle de la collectivité, à l'opposé, ce qui va être pris en charge à l'échelle du lot, et puis entre les deux, ce qui est plutôt pris en charge par l'opération. Et le petit diagramme en bas vise justement à essayer d'outiller cette réflexion autour de deux axes. À gauche, en fait, c'est l'axe du découpage, avec l'emboîtement, l'échelle communale, puis l'échelle de l'opération, du lotissement ou de l'opération d'aménagement, et puis enfin l'échelle du lot. Avec ici, ce qui est en jeu, c'est la question des opérateurs, des arrangements contractuels et de la taille des opérations, avec aussi la question de savoir ce que chacun est prêt à prendre en charge, et notamment ce que la collectivité locale accepte de prendre en charge financièrement. Et puis le deuxième axe, c'est celui qui est horizontal, c'est de dire qu'aujourd'hui, finalement, on se focalise beaucoup sur la partie fabrication des opérations, hein, ce qu'on voit ici, à gauche de l'étape livraison. Et cette fabrication des opérations d'aménagement, elle met en jeu des opérateurs qu'on connaît, la collectivité, les aménageurs, les lotisseurs. Mais il me semble que l'enjeu de plus en plus, c'est de s'intéresser à ce qui se passe sur la phase après livraison, avec un vrai sujet sur lequel je reviendrai éventuellement, qui est la question des associations de propriétaires. En France, on parle d'ASL qui pose un certain nombre de questions. Merci beaucoup, parce que ça rend tout ça très tangible. Alors, on va bien sûr donner la parole à nos deux amis qui représentent les collectivités, mais je ne peux pas ne pas proposer à Christine Lecomte de rebondir, parce que quand on voit cette image, je me dis que pour des architectes, on est à la limite des injonctions contradictoires, que de gérer des espaces comme cela, ou des projets qui s'enchaînent avec des approches différentes selon la ville-centre ou selon le secteur plus pavillonnaire qu'Isabelle Barraud-Servati nous a présenté. Comment est-ce qu'on trouve ces marques, en fin de compte, dans un tel paysage urbain? Non, mais déjà, il y a dans une écriture du paysage urbain au fil des différents projets comme ça. Il y a un jeu d'acteurs qui est très compliqué et très difficile, et qui n'est pas appris à aucun des acteurs à l'école, on va dire. Donc vous arrivez sur le territoire, vous ne savez pas, en fait. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi, le graphisme de l'IAU du début sur la densité, je pense qu'il est fondamental, parce qu'en fait, il montre des choses que personne ne sait, et la perception de l'espace. La maison individuelle, c'est une forme, hein, la maison, mais ce n'est pas des usages. Ouais. Et ça, c'est un problème, parce que pour l'instant, c'est comme ça qu'on le vit et qu'on l'a mis intégré dans la tête de la société. Bah, c'est un mythe français. Hein, voilà, et aujourd'hui, vous pouvez avoir un espace extérieur, de l'intimité, de la lumière, un grand salon, une chambre correcte. Dans d'autres espaces, il suffit juste qu'on nous laisse la possibilité de le faire. Et ça, c'est le jeu d'acteurs qui peut l'aider à le décider, en donnant, par exemple, d'autres conditions, par exemple, qu'une chambre qui fait 8 ou 9 mètres carrés. Mais des vrais espaces. Je vous vois revenu à l'antenne, Jean Viard. Un commentaire avant qu'on ne se tourne vers nos deux derniers invités? Non, mais ce tableau, c'est très intéressant, ces interventions. Moi, si vous voulez, je regarde le territoire aujourd'hui en disant, au fond, on est en train d'essayer de mélanger Haussmann et Club Med. C'est-à-dire nos modes de vie, nos rapports au soleil, nos rapports au corps, il faut qu'on a envie. Vous savez, les gens, ils ont envie d'un chien, d'un point d'eau, d'un barbecue, d'un arbre qu'ils ont planté. C'est ça qui est compliqué. C'est ce mélange de Haussmann et de Club Med à tous les endroits. Dans la ville, où il y a évidemment tout le débat sur les fermes urbaines, les forêts, etc. Et autour de la ville aussi. Et puis là, ça, c'est la première remarque. Et je crois qu'il faut comprendre qu'il faut partir des modes de vie, comment on vit. Vous voyez, quand on fait 35 heures,
La question, c'est est-ce que le week-end on part ou est-ce qu'on reste dans sa maison? Les gens du périurbain, ils partent très peu en vacances, ils partent très peu en week-end, donc leur consommation même écologique, on va dire transport. Ah oui, mais s'ils passent le week-end chez eux, et le type qui est à Paris, qui fait des grands discours écolos et qui va à Marrakech avec sa nouvelle chérie, on le met comment dans l'impact transport? Vous voyez, je suis provocateur, un peu caricatural. Oui, c'est pour ça qu'on est content de vous avoir, mon cher Jean. Non, mais c'est ça aussi qu'il faut regarder. J'ai pas entendu depuis le début les Parisiens parler de leur résidence secondaire et de leur taux de départ en vacances. Donc, si on veut faire un global, on fait 60 km par jour et par Français. 20 pour aller travailler, 20 pour les week-ends et les vacances, 20 pour aller en ville, les enfants, l'école, tout ça. Oui, mais le tiers vacances-voyage, c'est quand même plutôt les gens des grandes métropoles. Donc, l'impact écologique, il faudrait prendre l'ensemble des choses. Deuxième chose que je veux dire, parce que j'aurais peut-être plus la parole, il faut donner de la richesse aux habitants du périurbain. Le foncier urbain dans la ville métropole a tellement augmenté, les propriétaires se sont énormément enrichis. Il faut enrichir les petits propriétaires du périurbain. Il faut leur permettre de construire. Moi, j'ai proposé qu'on leur permette de construire 40 mètres carrés sans permis pour qu'ils aient tous le droit de faire un petit appart dans un coin de leur jardin ou qu'on puisse les autoriser à couper leur terrain en deux dans l'agrotissement. Il faut faire monter la richesse de ces gens-là, peut-être en leur disant « tu vas gagner du pognon, mais en échange, tu vas isoler ta maison ». Je veux dire, on peut avoir des réflexions. En échange, tu vas mettre un toit qui va produire l'électricité pour charger tes voitures. On n'a pas d'études sur la qualité écologique de l'habitat périurbain. On voit tous comment on pourrait le transformer. Est-ce que la voiture électrique, ça peut être une solution? Est-ce qu'ils vont être producteurs de ressources d'énergie? Est-ce qu'il toutes ces choses-là sont très importantes. Et dernière chose, la pandémie a refait rêver sur le cas de pavillon. Avant, le modèle, c'était la ville, le vélo, machin. Bon, et on a eu les gilets jaunes, parce que les gens qui gouvernent ont cru que tout le monde pouvait aller travailler en vélo et très très gentiment marcher le long de la Seine, etc. C'est un modèle génial, c'est pas la question, mais tout le monde ne peut pas y avoir accès. Là, effectivement, la pandémie, au fond, le jardin, le périurbain, le pavillon, je pense que tout ça vont aussi être des idées qui vont réattirer les gens. Encore merci Jean Viard. Je me tourne tout de suite vers vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je parlais d'injonctions contradictoires pour les architectes, mais quand on entend Jean Viard et sa passerelle, là, sa métaphore de la cité dortoir et du Club Med, si j'ose dire, on a l'impression que c'est aussi des injonctions contradictoires auxquelles les élus que vous représentez sont confrontés. On avance dans quelle direction ? On est au-delà même d'injonctions contradictoires, on est sur des logiques complètement schizophréniques. Et on est tous à des degrés divers, des petits ou des grands schizophrènes. On a des aspirations complètement contradictoires. C'était évoqué sur la table ronde précédente sur le culte du NIMBY, c'est devenu le syndrome généralisé. On veut... C'est quoi le NIMBY dans votre univers pour bien comprendre ? Le NIMBY, c'est très clairement not in my backyard, c'est on veut bien les choses pour les autres, mais pas pour soi. Aujourd'hui, on est sur des injonctions contradictoires, vous l'avez dit, à l'échelle d'une région comme l'Île-de-France, c'est 60 000 habitants de plus par an. 60 000 habitants de plus par an. C'est Paris qui est devenu une ville, gare ferroviaire qui se vide, pour reprendre Jean Viard, qui perd en moyenne 10 000 habitants par an depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire la pression démographique en Île-de-France, c'est 70 000 habitants par an qu'il faut bien loger, à qui il faut bien pouvoir donner du travail sur 7 départements franciliens, sur une région qui est territorialement une région petite, qui est assez peu étendue. 70 000 habitants par an, c'est l'équivalent d'une ville comme Évry-Courcouronne, tous les ans, qui doit se reconstruire, sans même parler de la problématique du renouvellement urbain, du remplacement de logements indignes, de logements insalubres, de passoires énergétiques. Lorsque, dans le même temps, on travaille, et la région porte ce sujet au travers de la COP régionale sur la question du ZAN, du zéro artificialisation nette, en fait, c'est quoi? C'est la protection des terres naturelles, c'est la protection des terres arables. C'est le fait de rester une région qui reste une région agricole, parce que quand on parle de l'Île-de-France, on pense à Paris, on pense aux grands ensembles urbains, on oublie que c'est plus de 50% d'espace agricole, la région Île-de-France. On est sur une région qui est majoritairement céréalière. On a perdu au cours du siècle dernier la diversité maraîchère, et ça fait partie des enjeux qu'on porte. Mais ça veut dire qu'on a un maillage à retisser, à recréer sur ces zones périurbaines, qui sont déjà pour partie artificialisées, qui sont déjà pour partie construites et qui, bien souvent, ont été construites non pas de manière choisie, voulue ou désirée, mais de manière subie. Quand on parle de cette France des Gilets jaunes ou de cette coupure entre différentes France, il y a les centres urbains à très forte valeur ajoutée, économique, en termes de valeur du foncier, qui ont été des centres recherchés, et puis les franciliens ou les
Français qui se sont retrouvés un petit peu poussés à aller s'éloigner des centres urbains. Et on est dans la France où l'aménagement du subi. Et comment est-ce qu'on arrive à retisser, à recréer quelque chose qui a été subi à quelque chose qui est voulu? Comment est-ce qu'on arrive à le porter avec une acceptabilité sociale? Parce que, au fond, et quand on entend les différents intervenants, moi, il y a un sujet qui m'interpelle profondément, c'est on ne fait pas le bonheur des gens contre eux. Si le peuple vote contre le gouvernement, on ne peut pas le dissoudre, ou sinon on crée la France des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, sur tout ce tissu périurbain, il y a une sorte de refus sociétal de la densification de la part des habitants eux-mêmes. D'une certaine manière, tout le monde veut un pays plus respectueux de l'environnement. Tout le monde applaudit des deux mains quand on parle du zéro artificialisation nette. Mais personne n'a envie d'aller voir un immeuble à côté de son jardin. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à créer cette acceptabilité? Moi, je pense que cette acceptabilité, on ne peut la porter qu'avec les élus locaux. On ne peut la porter qu'avec les maires. Parce qu'aujourd'hui, les maires sont à peu près les seuls qui sont en situation d'aller parler à leurs habitants, d'aller parler dans les quartiers, d'aller porter ce message. Et les maires ne pourront le faire qu'à une condition. Pas si on leur tord le bras, à coup de décret, à coup de loi, à coup de mise sous tutelle des permis de construire, mais que si on les accompagne en leur permettant de le faire financièrement. Et ça pose la question des communes qui, depuis 10 ans, ont été mis sur l'os et aujourd'hui n'ont plus les moyens financiers d'accueillir de nouveaux habitants. Alors justement, pour prolonger votre propos, parce que je rappelle, au-delà du fait que vous représentiez la région Île-de-France, vous êtes maire de Mennecy, donc vous incarnez ces communes qui ont un rôle clé pour imaginer cette potentielle ville autour de la ville. Comment est-ce que vous envisagez justement une stratégie, des interactions entre les autres niveaux de l'action publique, qu'il s'agisse des régions, du rôle de l'État, qu'on rappelait lors de la première table ronde? Encore une fois, où est-ce qu'on peut trouver des raisons d'espérer, pour reprendre une métaphore qu'on a filée lors de la première partie de la matinée? Les raisons d'espérer, elles sont déjà, moi je crois profondément dans le local. Elles sont dans le lien de proximité. On parlait tout à l'heure du poids des mairies, de la lutte contre les paquebots, les géants qu'on est en train de faire, de redonner du pouvoir aux mairies d'arrondissement qui aujourd'hui n'en ont plus. Moi je crois profondément que l'énergie, la mobilisation, le travail, l'impulsion, elle vient du local. Ça pose la question de rendre du pouvoir aux communes plutôt que d'aller dans des logiques où on crée des conglomérats qui n'ont aucune visibilité aujourd'hui et où on départit les communes de leur pouvoir. Première chose. Deuxième chose, ça pose la question de l'accompagnement. L'accompagnement aujourd'hui, on mesure le poids des régions et je crois véritablement qu'on est sur des collectivités qui travaillent à un échelon de taille, à un échelon qui permet d'avoir des logiques de solidarité, des logiques de cohérence, qui permettent d'imaginer des développements de polycentralité. Parce que l'un des sujets, c'est pas tant l'éloignement de la périphérie du centre, c'est le fait que cette périphérie, quand on parle de ville du quart d'heure, ça peut s'appliquer à Paris, ça va pas s'appliquer à Rambouillet, ça va pas s'appliquer à Meaux ou ça va pas s'appliquer à Garges-les-Gonesse. Et donc comment cette notion de ville du quart d'heure, qui aujourd'hui est une notion de ville privilégiée, comment est-ce qu'on la rend accessible dans les périphéries urbaines? Comment est-ce que dans ces périphéries urbaines, on essaye de remailler des territoires qui soient complets en termes d'enseignement, en termes d'activité, en termes de culture, en termes de loisirs, là où aujourd'hui on a fait pendant des décennies que de l'habitat pour repousser ceux qui n'avaient pas les moyens de vivre sur le centre. Moi je pense qu'on a un rôle d'aménagement majeur de la part des régions, majeur, qu'on a un sujet sur l'État qui doit peut-être prendre conscience que pour que les choses avancent, il y a besoin d'une carotte et d'un bâton, mais pas uniquement d'un bâton, et que l'État aujourd'hui, qui est devenu un censeur, doit devenir un accompagnant, doit devenir un facilitateur, et doit sortir d'un rôle de maître d'école trop rigide, véritablement. Et puis, on a l'échelon intercommunal, mais l'échelon intercommunal est très divers selon qu'on soit sur des secteurs denses ou des secteurs ruraux. Sur des secteurs denses, l'échelon intercommunal peut peser. On peut avoir des outils comme les EPA sur des secteurs en aménagement plus dense ou sur des OIN qui sont des véritables outils. Sur des secteurs un peu moins denses, on l'a moins. Et c'est vraiment ce lien pour moi, région, commune,
qui est l'élément moteur de l'aménagement futur. Justement, en évoquant les établissements publics d'aménagement, vous vous tourniez vers Laurent Giron-Betty, ça tombe bien, je voulais lui donner la parole maintenant, parce que, cher monsieur, dès lors qu'on se réinterroge sur le périurbain, les grandes opérations d'aménagement des décennies précédentes sont assez naturellement sur la sellette. Alors vous représentez, en quelque sorte, une ville nouvelle, et vous défendez au contraire ces opérations lorsqu'elles sont bien menées. Vous avez une petite précision, j'ai dit une énorme bêtise, non ? Pardon ? J'ai dit une énorme bêtise ? Non, vous n'avez pas dit une énorme bêtise. Ça peut m'arriver, vous savez. Peut-être une petite, mais oui. Pas une énorme. Non, en fait, Marne-la-Vallée, c'est pas une seule ville nouvelle en réalité. D'accord. C'était là la nuance, c'était un peu plus qu'une nuance. C'est ça qui me faisait tiquer en fait. Voilà. Mais ça mérite d'être précisé. Alors juste pour rappel, c'est vrai que l'ensemble EPA Marne, EPA France, c'est des établissements publics d'aménagement qui interviennent sur un grand territoire, on va dire, à l'est de l'Île-de-France. Ça part de l'ouest du Val-de-Marne et ça couvre une partie de la Seine-et-Marne pour schématiser jusqu'à Disneyland. Et puis vous avez des axes de transport, l'autoroute, le RER pour faire simple, et la ville s'étend de part et d'autre. Voilà, vous avez en gros 10 km de haut et une petite trentaine de kilomètres de large. Mais sur ce territoire donc, sur lequel vous travaillez, il illustre certaines des choses. Il a bien évidemment des aspects positifs, et on va en parler tout de suite. Il illustre aussi certaines des erreurs que l'on pointe du doigt, pour ne pas dire qu'on les déplore depuis ce matin. Alors comment est-ce que maintenant on fait en sorte d'éviter que travailler sur ces territoires nous permette d'échapper à ce n'importe quoi du périurbain fait de lotissement et d'artificialisation des sols? Justement, c'est pas n'importe quoi. Et moi, le premier point que je voudrais dire, c'est que je ne retrouve pas le territoire où j'interviens, qui est un territoire périurbain, dans la catégorisation un peu schématique que proposait Jean Viard au début. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un cœur de métropole, effectivement. On n'a pas une population de bobos télétravailleurs, pour reprendre l'expression, même s'il y a des télétravailleurs, bien sûr, et il y a une proportion de cadres qui n'est pas négligeable. Pour autant, je ne connais pas leur lieu de vacances. On n'est pas non plus, bien sûr, sur la France arable agricole. C'était le cas il y a très longtemps de cela, mais ça n'est plus le cas de fait. Même s'il y a un voisinage agricole et une présence agricole qui est encore très forte sur ce territoire et qui est vouée à le rester, alors peut-être avec une évolution des modes d'agriculture, ça c'est à voir. Et ça n'est pas non plus un territoire de gilets jaunes, de fait. On a pu faire ce constat pendant toute la période, en effet, la plus forte des gilets jaunes. Bien, il n'y avait pas, sur ce périmètre-là... Vous les voyiez passer sur la 4, mais pas s'arrêter. Il y en a eu beaucoup en Seine-et-Marne, mais pas beaucoup dans notre périmètre. Et j'aurais peut-être tendance à l'attribuer au fait que si on répond à aucune de ces catégories, c'est parce qu'en fait le territoire où on intervient est un périurbain, et c'est le cas pour l'ex-ville nouvelle de Marne-la-Vallée, qui encore une fois n'était pas qu'une ville. On est un périurbain qui a été pensé quand même. Et il y a eu derrière un aménagement qui a essayé de concilier tout un tas de choses. Vous pouvez nous illustrer ça par quelques exemples? Je vais vous illustrer ça tout à fait. Tout à l'heure, Jean-Marc Hoffner parlait de compromis. En réalité, les développements qui ont été faits, ils sont en effet le fruit d'un compromis entre un développement d'habitat et d'activité économique et des zones qui ont été réservées en effet à des espaces naturels. Alors pas forcément naturels au sens purement naturel d'ailleurs, c'est-à-dire vous avez des espaces naturels fabriqués de la main de l'homme pour une bonne partie. Enfin l'intervention humaine, je pense que c'est le cas très largement en Île-de-France. Voilà, on n'est pas à un état de nature, c'est pas la forêt primitive, mais vous avez des espaces en effet naturels qui entrecoupent des secteurs d'urbanisation et ça a été un principe fort dès le début. Puis vous avez aussi une desserte qui a été posée dès le début. Isabelle Barraud-Sarfati évoquait tout à l'heure le sujet justement des équipements qui ne peuvent pas relever du financement par l'aménagement parce qu'ils sont d'une plus large échelle. Ça a été un peu le cas et une chance sur ce territoire qu'en effet ce ne sont pas les zones d'aménagement du secteur qui ont financé le RER, l'autoroute, le TGV. Donc on est sur un territoire qui est quand même connecté et ça c'est important, il est à la fois périurbain mais il est convenablement connecté. Et donc, il arrive à fonctionner avec le système métropolitain tout en étant, en effet, pas un cœur de métropole. Donc ça, voilà, il y a cette espèce d'identité particulière. Je pense que le terme de compromis, finalement, le matérialise assez bien. On va être sur des gammes de prix qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas extraordinairement cher sur le territoire, que ce soit en matière de logement ou de locaux, de bureaux, d'activités économiques. On n'est pas non plus extraordinairement pas cher. Il y a des vrais problèmes en effet de produire des mètres carrés qui soient accessibles assez largement pour répondre aux besoins. Mais voilà, on est sur un territoire un peu intermédiaire et qui peut proposer un bon compromis.
Et c'est ce qu'on essaye de travailler, en fait. Et le bon compromis entre une certaine densité et une qualité de vie ou des espaces. Je pense que, en effet, le besoin d'espace a été largement mentionné. Et la maison individuelle n'est pas la seule réponse, même s'il y en a beaucoup sur le territoire. Donc, une petite diversité quand même de formes urbaines. C'est la proximité avec un travail. Ça aussi, c'est quand même assez important. On est sur un territoire, parce qu'il a été aménagé dans ce sens-là, qui comporte à peu près un emploi par actif résident, ce qui, pour l'Est francilien, est à peu près le seul secteur où ça existe. Alors, bien sûr, les gens qui travaillent sur le secteur ne sont pas forcément ceux qui habitent juste à côté. Néanmoins, il y en a une proportion et on a un territoire qui, en partie, fonctionne, je dirais, à l'intérieur de lui-même, en partie seulement, bien évidemment. C'est la proximité aux espaces d'aménité, aux espaces, comme je disais tout à l'heure, naturels. La présence de grands parcs urbains est un des marqueurs, on va dire, un peu du secteur. C'est-à-dire que vous avez en effet une certaine densité d'habitat, mais volontairement des espaces assez grands qui ont été laissés pour faire des parcs urbains, pour faire des zones, on va dire, de décompression dans une certaine mesure. Et ce qu'on voit se développer, c'est la volonté d'essayer, en effet, de raccourcir les distances de déplacement. On est par contre sur un territoire, et ça c'est un peu son talon d'Achille de départ, hein. Il a été fait avec le RER, avec l'autoroute et avec des déplacements vers la centralité parisienne très fortement concentrés. Je dirais un peu que le talon d'Achille d'un territoire comme celui-là, ça peut être la congestion. Et que apporter une diversité des déplacements par des espaces de travail à plus grande proximité notamment, ou par le fait de réfléchir à des distances plus courtes, peut lui permettre, combiné à certaines évolutions sociétales de type télétravail, de tirer son épingle du jeu. Puisque vous terminez justement sur cet élément qui est inhérent à la mobilité du quotidien et notamment la congestion ou le risque de congestion du trajet domicile-travail, j'aimerais vous faire rebondir aussi sur quelque chose que nous évoquions lors de la première table ronde de François Dubet. Il insistait sur l'enjeu de la mobilité, mais au-delà du quotidien. C'est-à-dire que pour lui, l'inclusivité, le vivre ensemble, ça suppose aussi de pouvoir bouger, de pouvoir sortir, de pouvoir quitter l'espace dans lequel on réside. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez déjà intégrées dans vos réflexions ou est-ce que c'est pour le next step ? Je disais ça par rapport même à la localisation du territoire d'intervention et à sa desserte globale. On n'a pas de gros problème pour cette mobilité à longue distance. Si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, vous avez l'autoroute, vous avez les RER, vous avez la gare TGV, vous n'êtes pas très loin des aéroports, vous savez aller à longue distance. La congestion, elle est plus sur des mobilités de moyenne distance, on va dire. Et je voulais rebondir, moi, sur quelque chose qui était dit dans la deuxième table ronde, Madame Maisonneuve, qui parlait de l'effet rebond, en disant, attention, les changements de modalité de travail, et notamment le télétravail, ça ne veut pas dire que ça modifie la demande de déplacement, ça, il faudra qu'on l'observe. Mais cette demande de déplacement peut aussi s'exprimer différemment, c'est-à-dire, est-ce que ça sera pour aller au même endroit ? Est-ce que ça sera à la même heure ? Et est-ce que ça sera avec le même mode de déplacement ? Et ça, on n'en est pas sûr. Donc, quand je mise peut-être sur une certaine diminution de la congestion, je ne mise pas forcément sur moins de temps passé à se déplacer, mais sur des déplacements qui soient différents, et notamment plus courts ou à plus grande proximité. Alors j'ai envie de vous faire rebondir, réagir les uns et les autres sur cet art du compromis que cultive Laurent Girometti et ses équipes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est là, en fin de compte, la seule voie réaliste pour essayer d'avancer, même si on n'est pas totalement, même si forcément ça a ses limites dans le cadre actuel et urbanistique et financier et institutionnel dans lequel on évolue ? Christine Lecomte ? Oui, moi je mixerais les deux interventions pour répondre parce qu'en fait... C'est pour ça que je les ai fait s'enchaîner. Non, je pense que la place de la proximité est hyper importante et donc de la parole de l'élu dans un territoire est hyper importante. Et c'est vrai que tout à l'heure je parlais d'urbanisme d'opportunité sur le périurbain, ce qui n'est pas exactement le cas du territoire de Laurent Girometti. Et donc en fait l'idée aujourd'hui c'est de se demander comment on va mettre en récit une réparation de ces territoires. Le mot réparation n'est pas négatif, moi je le vois d'une manière extrêmement positive, et cette mise en récit, elle ne peut être faite qu'en emmenant les habitants, et qui sont déjà là, et ceux qui vont arriver, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà là, il faut qu'ils y gagnent quelque chose, ceux qui vont arriver, il faut qu'ils y trouvent ce qu'ils viennent chercher. Et donc pour ça, moi je pense que ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait une présence très forte du local, et que ça soit vraiment des approches qui soient liées à des territoires précis, c'est-à-dire on s'accroche aux ressources, on s'accroche aux besoins, on s'accroche à ce qui existe déjà, on s'accroche aux désirs des habitants, et donc ça veut dire forcément
que ce lien de proximité, il est important. Et nous, c'est une mutation dans notre métier, il faut le dire. Parce que depuis des années, on a des milliers de personnes entre nous et les habitants. Et donc aujourd'hui, on doit, et les jeunes architectes le font de plus en plus, on a à se mettre en amont, en rôle de conseil, en accompagnement, en résidence. Il y en a qui se mettent en résidence complètement pour s'immerger dans des territoires où il n'y a pas d'établissement public, mais où il y a besoin justement de créer cette émulation collective qui est extrêmement compliquée pour sortir le commun. Isabelle Barraud-Serfati, une réaction ? Oui, moi je dirais que l'idée de compromis et d'arbitrage me paraît effectivement très important et essentielle, mais à une condition, c'est que tous les termes du compromis et de l'arbitrage aient été posés. Et je pense que c'est un des sujets aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne pose que certains éléments du compromis, mais pas d'autres. Et en particulier, je réinsiste sur ce point que j'aurais voulu développer davantage, mais cette question de l'évolution dans le temps des quartiers de périurbains qu'on fabrique me paraît essentielle, avec le risque que ces associations de copropriétaires qui gèrent ces quartiers ne se retournent demain contre les propriétaires eux-mêmes. Jean Viard, cette idée de compromis, cette voie du compromis comme première étape pour essayer d'aller dans le sens de la réparation, comme le disait Christine Lecomte, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, compromis et puis établissement public aussi quand même dans cette affaire. C'est-à-dire au fond, quel est le mode de gouvernance qu'on met en place ? Moi, je pense, si vous voulez, qu'on a besoin d'un vrai projet pour cette territoire. Et l'exemple qui vient d'être donné est intéressant. Bon, évidemment, il est pas très populaire non plus, donc il est un peu... Mais il y a une idée qui est intéressante, que moi j'avais vue à Rennes, qui travaille depuis 30 ans sur l'idée de ville archipel, c'est-à-dire comment on construit une ville où chacun voit de la campagne, du patrimoine, etc. C'est au fond, un des enjeux majeurs, c'est qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre. Et trop souvent, moi, ce que je trouve terrible, vous voyez, c'est les quartiers où ce qu'on voit par la fenêtre, c'est le même, notamment des immeubles semblables. C'est pour ça que les quartiers nord de Marseille, on voit la mer, ont des tas de défauts, mais ils ont aussi des qualités. Donc, non, mais c'est important, je veux dire, parce qu'effectivement, qu'est-ce que je vois ? Et penser la ville comme ça, et la ville architecte, c'est ça, et ce qui se fait à Marne, d'une certaine façon, c'est le mélange entre les habitats, les parcs, les trucs un peu gros, les trucs plus petits. Et c'est essentiel parce qu'il faut que ça, on se mette à le partager, à le raconter comme ça. Mais sinon, le compromis, je suis absolument d'accord. L'idée de ville architecte, je trouve ça extrêmement intéressant. Mais je pense, si vous voulez, qu'à un moment, en Île-de-France, la question des structures de la décision publique, on ne peut pas l'éviter non plus parce qu'on a une myriade de petites entreprises, de petites communes qui, en fait, ne veulent pas construire parce qu'elles protègent, j'allais dire, le groupe social qui y habite, etc. Le gros problème de l'Île-de-France, ce n'est pas le manque de foncier, c'est le manque de volonté politique d'un certain nombre de communes d'avoir une pensée du territoire et un pouvoir sur le territoire. Et puis, n'oublions pas, donnons de la richesse aux petits propriétaires en augmentant, en favorisant la densité pour qu'ils soient plus riches. C'est essentiel, il faut enrichir les gens pour qu'ils se motivent. Laurent Girometti et ensuite, bien sûr, Jean-Philippe Dubois-Clément. En réaction, je pense que le terme de récit est aussi assez important. C'est important sur ces territoires de pouvoir construire des récits. Alors, une ville nouvelle en soi, ça peut être un récit, mais même à des échelles de quartier, la question du récit, elle est très importante pour donner une identité aussi à ceux qui y habitent. Essayer de lutter contre le phénomène qui est que le dernier arrivé a surtout pour objectif qu'il n'y en ait pas d'autres qui arrivent derrière lui. Et pour ça, il y a besoin quand même d'avoir justement, de créer, de susciter ces identités. Alors, il y a des axes sur lesquels on travaille en ce moment, et notamment sur le fait de renouer avec des questions agricoles. C'est un peu un paradoxe, mais c'est quelque chose qu'on a investi depuis l'an dernier principalement, c'est assez récent, mais qui commence à avoir des débouchés. C'est qu'on est sur un territoire où effectivement on est venu aménager des quartiers de ville sur un endroit qui a un passé agricole, bien sûr, qui a d'abord eu un passé agricole de ceinture maraîchère, puis un passé plutôt de grande culture. Il y a encore pas mal de grandes cultures. La grande culture, elle ne discute pas beaucoup avec la ville et ça, on n'arrivera pas vraiment à la faire discuter. En revanche, les concepts maraîchers, eux, discutent plus facilement avec les habitants d'à côté. Et donc, sur des secteurs finalement qui initialement avaient été acquis pour faire de l'urbanisation et que, en faisant un peu plus dense, on parvient à épargner, on se met à susciter des projets agricoles qui, comme ça, vont pouvoir dialoguer avec la ville. Mais c'est pas, comme je dis toujours, c'est pas des bacs à fraises sur les toits, c'est une vraie activité économique, agricole, locale, enfin avec une vraie production et un vrai commerce local. Ce type de récit me semble important, voyez, dans la façon de fabriquer la ville et le quartier. Laurent, puisque vous évoquez ce sujet, le rêve du zéro artificialisation nette dans votre conduite de votre territoire, ça se traduit comment ? Alors, déjà, c'est la question piège à une échelle. Non, mais je suis à l'aise avec ce sujet. Ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que la bonne échelle pour penser un axe zéro artificialisation nette en Île-de-France,
Ça, enfin, vraiment, c'est le SDRIF. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un secteur que vous délimitez, sur lequel il y a une forte production, dire passer à zéro, ça n'a pas forcément de signification. Pour autant, il y a une vraie contribution qui peut être apportée. Donc la question qui se pose, c'est comment, par exemple, comment on augmente la quantité d'opérations qui se font sur des secteurs déjà urbanisés. Et ça, c'est ce que nous faisons, notamment sur toute la partie la plus à l'ouest de notre territoire, qui est beaucoup plus urbanisée. Et puis après, il y a une question qui est, pour ça je disais d'échelle sans doute régionale, parce qu'il y aura encore sans doute dans les temps qui viennent un peu d'urbanisation qui se fera. Donc il faudra, et ça sera une lourde responsabilité dans le SDRIF, que de dire où. Et donc où, c'est vrai qu'on peut se dire à des endroits où le foncier est maîtrisé et desservi, peut-être qu'il y aura quand même encore un peu d'urbanisation. Mais si on doit la faire, il faut la faire en essayant de respecter un certain nombre de sous-jacents qui sont dans la politique du zéro artificialisation. C'est-à-dire comment, en effet, on arrive à aménager tout en préservant une biodiversité, comment on arrive à le faire en respectant le cycle de l'eau, comment on arrive à le faire en minimisant, les impacts et en limitant l'imperméabilisation, par exemple. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses là-dessus. Faciliter le recyclage, bien choisir les endroits où il y aura encore une urbanisation qui se fera, et puis au sein de celle-ci le faire le mieux possible et sans doute poser les limites. Vous voyez, mon histoire de secteur agricole, là, il est aussi important parce qu'il pose les limites. C'est pas la même chose d'avoir une agriculture sous convention d'occupation précaire depuis des dizaines d'années parce que vous aviez acheté le terrain pour l'urbaniser et que peut-être un jour vous alliez l'urbaniser, donc vous le gardez en précaire, et dire, là je passe en bail rural avec des clauses environnementales, donc j'admets que je ne vais pas l'urbaniser parce qu'une fois que vous êtes en bail rural, il est de longue durée, et avec des clauses environnementales c'est important, mais du coup en même temps vous posez la limite de l'urbanisation. Et ça c'est sans doute des choses qu'il faudra réfléchir sur où est-ce qu'on les pose ces limites. Et donc Jean-Philippe Dubois-Clément, je vais vous inviter à rebondir sur les deux, ce qu'a dit Jean Viard et ce que vient de nous dire Laurent Girometti. Non, l'urbanisation, elle continuera à se faire en Île-de-France. Je reviens à mon postulat de départ, 70 000 habitants de plus par an sur 7 départements hors Paris. Donc mécaniquement, il continuera à y avoir de l'urbanisation. Après, c'est comment est-ce qu'on la gère ? Comment est-ce qu'on la choisit? Comment est-ce qu'on essaye de l'avoir la plus environnementalement protectrice possible? Quel secteur est-ce que l'on choisit? Comment est-ce qu'on travaille sur nos friches? Comment est-ce qu'on retravaille sur de la densification? Et comment est-ce qu'on arrive à sortir de ce que disait Laurent, qui est le syndrome du dernier barbare romanisé, qui ne veut plus personne une fois que lui-même s'est installé quelque part. Et quand on parlait tout à l'heure, et je rebondis sur ce que disait Jean Viard, de la volonté politique d'un certain nombre de maires de faire ou de ne pas faire. Les maires ne sont que le représentant de leurs habitants. Et les maires sont confrontés systématiquement à ce syndrome, qui est vraiment un syndrome qui est allé en grandissant depuis une dizaine d'années, au travers d'une vision d'ailleurs assez dévoyée de l'environnement et de l'écologie, où lutter contre l'artificialisation, c'est accepter une forme de densification. Sur cette question des maires et des communes en Île-de-France, je voudrais juste revenir sur la carte réelle de ce dont on parle. L'Île-de-France, c'est 1270 communes, c'est 250 communes environ de plus de 2000 habitants, c'est une myriade de communes rurales qui représentent les 50% de terres agricoles franciliennes, les terres forestières franciliennes, et où la problématique de l'aménagement, en dehors de quelques grands OIN ou quelques secteurs qui ont été choisis, ne se pose pas. À la limite, la problématique, c'est plutôt celle de la préservation des terres agricoles en limitant le mitage qu'on observe sur des conversions de terres agricoles pour faire du pavillonnaire. On a des secteurs extrêmement denses ou contraints en petite couronne. Donc en fait, la question de la réalité des choix d'aménagement en Île-de-France, ça ne porte pas sur des centaines de communes. On parle de quelques communes. Et ou d'une manière générale, je considère que les maires ont plutôt tendance à avoir envie de faire. Mais il y a un moment où je démarrais mon propos tout à l'heure en disant qu'on est un pays profondément schizophrène. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir d'une forme de schizophrénie politique qui veut qu'on ait un double discours depuis 20 ans entre ce qu'on porte quand on est ministre ou quand on est élu au niveau national et ce qu'on porte quand on est élu d'opposition dans des communes. Lorsque l'on est en charge de mettre en place la loi SRU et que les mêmes représentants que ceux dont le ministre a porté la loi SRU, en l'espèce des élus Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui, dans toutes les communes, font des recours contre les permis de construire, bloquent les aménagements, bloquent le développement des communes, alors que dans le même temps, ces mêmes élus ont applaudi des deux mains quand on a imposé aux communes de se densifier, quand
quand on a imposé aux communes de parcelliser, quand on a imposé aux communes de monter à 25% de logements sociaux, si on est gentil, dans la schizophrénie politique, si on est méchant, dans la lâcheté. Et ce que je dis pour un certain nombre d'élus Europe Écologie Les Verts, je pourrais le décliner de manière extrêmement large sur un très grand nombre d'élus, avec des discours profondément différents entre une volonté politique nationale affichée et une volonté locale d'essayer de bloquer les dossiers. Emmanuel Cos est reparti, c'est dommage, vous auriez eu une discussion intéressante tous les deux. Il nous reste à peine 10 minutes avant de céder la parole à nos amis, les étudiants de l'école d'urbanisme de Paris, puisque je tiens à ce qu'on puisse leur garder 15-20 minutes de dialogue avec vous. Mais je voudrais qu'on utilise cette dernière séquence pour parler quand même d'une chose qui est une sorte d'éléphant dans la pièce, depuis que nous discutons, c'est comment est-ce qu'on finance tout ça ? Quel financement public, privé? Comment est-ce qu'on peut organiser, justement, comment est-ce qu'on peut mobiliser des bailleurs de fonds pour aller dans les directions que vous appelez de vos voeux? Je me tourne vers l'économiste, Isabelle Barraud-Servati. Des pistes? Je dirais que ça dépend, enfin le sujet est vaste, mais ça dépend déjà si on parle effectivement d'opérations neuves ou de villes existantes. Et sans doute qu'un des sujets aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'outils pour la construction neuve, mais finalement assez peu d'outils pour refaire la ville sur la ville. Donc ça, je pense que c'est le premier défi. Et puis après, la question, c'est effectivement la question de la chaîne des acteurs qui font cette chaîne des projets d'aménagement et d'immobilier. Christine Lecomte. Oui, pour rebondir là-dessus, moi je l'ai dit tout à l'heure, je pense que dans le cadre de plan de relance, par exemple, on a des fonds. On a des fonds qui sont donnés aux propriétaires pour réhabiliter leur maison. On a des possibilités pour diviser sa maison et donc, comme disait Jean Viard, d'enrichir le propriétaire. Mais ça enrichit une personne et ça enrichit pas le quartier. Donc en fait, la manne financière qui est donnée par l'État, elle revient sur un propriétaire à un moment donné, mais elle ne revient pas sur la collectivité d'un endroit qu'il faut qu'on répare. Donc en fait, la proposition qu'on a faite, c'est la régénération des lotissements par ce type de proposition, c'est-à-dire des fonds qui viennent pour régénérer les choses. Juste un exemple, le plan de relance, quand on dit on va mettre de l'isolation, voilà, on va rénover les maisons, on va mettre de l'isolant. Si l'isolant il vient de Chine, on n'a pas un double effet économique. Si on prend de l'isolant français et encore mieux de l'isolant de l'Essonne avec du chanvre, on a un double effet économique. Donc c'est ça aussi où le pouvoir public doit être intelligent et utiliser l'économie à deux vitesses et avec un double effet. Jean Viard, vous qui, dans le cadre de vos recherches au CEVIPOF, scannez le territoire français, justement, pas simplement d'un point de vue urbanistique ou sociologique, mais aussi à travers ce qui peut être fait d'intéressant en matière de financement de ces projets publics, est-ce que vous avez des benchmarks à partager avec nous ? Non, le financement, honnêtement, c'est pas trop ma compétence. Moi, je suis sociologue. Oui, mais on peut toujours espérer que vous repériez des choses. Vous avez des radars assez précis, mon cher. Je ne connais pas assez le sujet pour être au niveau des autres. Là-dessus, je me tais. D'accord. Allez-y, Christine. Oui, excusez-moi. Sur le prêt à taux zéro de l'État, dans le projet de loi de finances, l'année dernière, le ministre de Normandie a essayé de faire passer qu'en zone détendue, il ne serait plus accepté. En gros, ce qu'il essayait de dire, c'est quand vous achèterez une maison individuelle, vous n'aurez plus les aides de l'État. Ça voulait dire que c'était une politique à la fois écologique et à la fois une politique sociale. Il y a eu un branle-bas de combat, des lobbies dans tous les sens. Finalement, le ministre qui avait pour une fois une position qui était dure, parce que c'était dur, mais voilà, il n'a pas pu la passer. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça hallucinant. Hallucinant parce qu'en fait, si on continue à permettre quelque chose de manière schizophrénique au plus haut niveau de l'État, si on ne permet pas de le faire et qu'ensuite on se retrouve sur le terrain à dire « bah oui, mais on a le droit de faire ça et en plus l'État nous le finance », il y a un problème. Alors pour les 5 dernières minutes avant de céder la parole à nos amis étudiants, on se tourne vers Laurent Girometti et Jean-Philippe Dubois-Clément sur ces questions. Comment est-ce qu'on peut mobiliser une manne plus conséquente pour des projets comme ceci? Bon, alors évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte. Effectivement, les projets en régénération urbaine coûtent plus cher que les projets en extension. Ça, on a beau le tourner dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que cet élément revienne dans cette pièce. Nous, on le constate. On a un territoire d'intervention suffisamment vaste. À l'ouest, on est plutôt sur des opérations de régénération ou de recyclage et à l'est plutôt sur des opérations neuves, on va dire. Et en effet, celle de l'Est s'équilibre, ce qui permet au passage de financer des innovations, des équipements, etc. À l'Ouest, il faut aller chercher des subsides publics. Aujourd'hui, on en est là, c'est un peu plus compliqué.
Le constat, c'est effectivement que les conditions de marché toutes seules ne suffisent pas à faire muter facilement. Hein. Donc c'est vrai que des leviers comme la région peut en mettre en œuvre avec les 100 quartiers innovants écologiques, ou comme le gouvernement en met en place avec le fonds Friche, par exemple, sont des incitations, alors qui peuvent pas tout. Hein. Ça, j'allais dire, toute poche a un fond, mais et tout fond n'est pas extensible. Mais enfin, c'est quand même déjà quelque chose de pas mal. Ensuite, ça va vous renvoyer beaucoup à la question de captation de valeur et de structure de propriété. On va en revenir à des sujets de propriété assez... Donc là où vous avez des réserves, en effet, c'est par exemple, en effet, dans certaines zones d'activité ou commerciales, où vous avez un sol qui peut-être va prendre plus de valeur, mais pour prendre plus de valeur, il va falloir qu'il se passe des choses autour, et où le propriétaire va se retrouver quand même à un moment incité à bouger parce que justement il y verra une faculté de mieux s'en sortir. Néanmoins, on n'en est pas là sur pas mal de secteurs, et donc aujourd'hui en tout cas, ça tient quand même beaucoup avec de l'intervention publique. Jean-Philippe Dubois-Clément, c'est vous qui aurez donc le dernier mot de cette partie strictement table ronde. Oui, deux choses. Moi, je rejoins intégralement ce que disait Laurent Girometti sur le besoin d'intervention publique, sur la très grande majeure la grande partie des opérations pour avoir un équilibrage. Ce qu'on fait sur la région, parler des 100 quartiers innovants écologiques, on pourrait parler du plan Friche, on pourrait parler du soutien à la géothermie, du soutien aux énergies renouvelables dans le cadre d'aménagement de quartiers, où on vient accompagner extrêmement fortement. On a des outils qui nous permettent de venir accompagner les aménageurs dans le cadre du financement des quartiers pour essayer de trouver des équilibres. Et aujourd'hui, c'est l'accumulation de ces aides publiques qui, dans un certain nombre de cas, permettent non pas de sortir des quartiers, mais de sortir des quartiers qui soient qualitatifs pour la suite. Parce que le sujet, c'est comment est-ce que ce quartier vivra, comment est-ce qu'il grandira, comment est-ce qu'il permettra aux gens qui y vivent de créer leur vie dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent. Le deuxième sujet concernant les financements qui va se poser inévitablement à terme, c'est la question du fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on parle uniquement de la création et de l'aménagement du quartier. Les questions qui se posent entre le maillage territorial, la multiplication des strates, la paupérisation des collectivités, notamment en termes de fonctionnement, c'est que le fait d'accepter de nouveaux habitants, encore une fois, on est sur un EPA un petit peu particulier, on est sur des aménagements de quartiers ex nihilo. Mais quand on est sur des requalifications de secteurs urbains, accueillir de nouveaux habitants, il faut bien intégrer que c'est intégrer de nouvelles dépenses, que la suppression de la taxe d'habitation fait que c'est des recettes qui ne viennent plus, que les dotations ont été fortement diminuées, et l'un des risques que l'on a à court ou moyen terme, c'est d'avoir un blocage volontaire ou non volontaire d'ailleurs de la part du bloc communal qui n'ait plus les moyens d'accueillir de nouveaux habitants dans des situations correctes ou décentes. Donc l'un des sujets qui se posera à terme, ça n'est plus uniquement la question de l'équilibre économique de l'aménagement, mais de l'équilibre économique de la ville pour lui permettre de faire vivre dignement les gens qui y habitent. Merci beaucoup. Merci encore une fois à tous les 5 d'avoir participé, d'avoir fait vivre ce débat. Mais donc il n'est pas terminé. On va se tourner donc vers nos amis étudiants de l'école d'urbanisme de Paris et plus particulièrement de la chaire Aménager le Grand Paris pour une petite séquence de dialogue. On va vous passer le micro. J'ai repéré certaines des questions et je propose de passer peut-être en premier la parole à Nariman Amer qui a une question. On est aux confins de l'urbanisme et de la consommation et de l'agricole autour des circuits courts. Allez-y, je vous en prie, posez votre question. Du coup, je l'ai déjà posée dans la précédente table ronde. Mais du coup, j'ai une autre question. C'est plutôt sur la prise en compte de l'envie et des besoins de plus grands espaces des individus. Est-ce que, dans la stratégie de densification, est-ce qu'il faut adapter les politiques urbaines à ces besoins ou au contraire changer l'envie de ce besoin d'espace et à travers quels outils on peut adapter ces besoins d'espace? Peut-être une réponse d'un élu. Est-ce qu'on écoute ces administrés ou est-ce qu'on essaie effectivement d'orienter leurs attentes?
Et ensuite, on se tournera vers l'architecte, Christine Lecomte, bien évidemment. Si vous voulez, moi, je crois assez peu à la rééducation du peuple pour lui apprendre ce qui est bon pour lui, voilà, d'une manière générale. Après, c'est comment est-ce qu'on concilie un intérêt général qui n'est pas la somme des intérêts particuliers. La question de la densification ou de l'accès à un espace public, c'est aussi la qualité de ce qu'on construit, c'est la qualité de ce qu'on aménage. J'entendais, on parlait tout à l'heure de la taille des chambres dans le cadre d'une construction d'immeubles. Le phénomène, le ressentiment qu'on a pu avoir d'ailleurs sur ce confinement d'emprisonnement, il n'est absolument pas le même sur une famille de 4 personnes dans un T3 de 55 mètres carrés ou dans un T4 de 95 mètres carrés. Il n'est absolument pas le même quand il y a des balcons ou des loggias qui sont aménagés de manière un peu généreuse ou quand il n'y en a pas. Il n'est absolument pas le même quand on est en secteur dense, mais avec des aménagements d'espaces verts, avec des aménagements de parcs. Le sujet, c'est vraiment la construction d'un ensemble de la ville sur elle-même. Prenez une ville comme Singapour, on est vraiment sur une mégalopole extrêmement dense et pourtant extrêmement verte. Donc ça pose la question non pas de la densification, mais de l'accès aux espaces verts et de la façon dont on conçoit l'habitat. Vous voyez, sur la région Île-de-France, nous portons au travers du plan vert la création et l'ouverture de 500 hectares d'espaces verts avec dans les objectifs que nous portons, c'est qu'il n'y ait pas en Île-de-France de franciliens qui soit à plus de 10 minutes à pied d'un espace vert accessible. C'est quelque chose d'extrêmement important en zone dense. Donc je crois que le sujet, c'est pas tant la densification que la façon dont on le fait. Christine Lecomte. Je vais rajouter des petites choses, que c'est dans la suite. En fait, on a un constat quand même, depuis plus d'une dizaine d'années, on a perdu 10 mètres carrés dans un logement neuf. Donc ça pose la question du surpeuplement dans un logement. Ça pose la question d'un élève qui arrive au collège et qui n'a pas de chambre, qui n'a pas de bureau parce que la maison est trop petite, parce qu'ils sont 2 dans une chambre de 9 mètres carrés, ça ne va pas, parce que les parents dorment dans le salon, parce que la cuisine est en second jour dans un salon cuisine qui fait 18 mètres carrés. Ça, c'est pas acceptable. Mais c'est pas acceptable pas parce qu'on veut aspirer aux besoins des habitants, c'est juste que ça ne permet pas à chacun de fabriquer son intime pour ensuite aller vivre en société. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui chercher, et ça, je pense que c'est un grand débat, c'est comment on peut redonner ces espaces qui fabriquent l'intime et la famille et les espaces privatifs pour ensuite vivre en société dans les jardins qui peuvent être collectifs, dans les espaces que l'on peut partager et que l'on doit partager. Et pour ça, regardez peut-être l'étude de la Fondation l'Abbé Pierre sur le surpeuplement. Et moi, je pense qu'on a encore une marge de manœuvre, mais qu'il va falloir tous ensemble regarder, et je pense que l'État aura sa part de responsabilité, sur les bilans de promotion et sur combien est-ce qu'on donne aux assurances, aux banques, en termes de marge de manœuvre sur un bilan de promotion et combien le foncier coûte aussi dans ces bilans de promotion. Quand on aura déjà regardé tout ça, on verra que les marges de manœuvre maintenant sur la construction, sur le coût des études, elles ont été réduites à néant puisqu'on construit plutôt pas génialement, il faut le dire. Et on ne paye plus les études. Donc en fait, qu'est-ce qui reste ? Un architecte est rarement payé quand il fait une faisabilité. Donc qu'est-ce qui reste ? C'est le foncier, c'est les assurances, c'est les banques, et puis c'est la marge du promoteur. Donc moi, je pense que c'est sur ces volets-là où on pourra trouver des marges. Je pensais m'en tenir à 2 réponses, mais je vois que vous avez toutes et tous envie de vous exprimer sur le sujet. Je vous demande juste de le faire de manière très concise pour qu'on puisse prendre au moins 2 autres questions. Donc pas plus d'1 minute chacun. Laurent, allez-y. Très très rapide par rapport à la question qui était posée, effectivement. Souvent, quand on exprime un besoin, on l'exprime en demandant une réponse, en ayant déjà la réponse en tête. D'ailleurs, la publicité fonctionne comme ça. Elle vous donne une réponse et elle vous fait croire que c'est votre besoin. Donc il y a quand même tout un travail à faire de la part des professionnels pour bien exprimer la palette des réponses possibles à un besoin donné. C'est à ça que les architectes méritent d'être mis en avant et les aménageurs aussi sur un certain nombre de cas, c'est qu'on est aussi là, tout le dialogue qu'on peut avoir avec les gens, c'est comment on arrive à faire comprendre que en face d'un certain besoin, il y a plusieurs possibilités de réponse. Alors, le commentaire de l'économiste et celui du sociologue. Isabelle Barrot-Serfati d'abord. Un raccourci un peu rapide, en fait, mais c'est le propos de Christine Lecomte qui m'y amène. En fait, ce que je trouve amusant, c'est que les 10 mètres carrés qu'on a perdus dans le logement, c'est précisément les 10 mètres carrés que la ville de Paris est en train d'essayer de récupérer sur l'espace public à travers la suppression des places de stationnement et la consultation sur qu'est-ce qu'on fait de 10 mètres carrés au bas de chez soi. Donc, je trouve que, voilà. Il y a des vases communicants dans cette histoire. Merci. Jean Viard, un commentaire. Juste un mot, la surface dépend beaucoup de l'âge. Les personnes âgées ont plus de surface. Donc en fait, c'est plutôt, d'ailleurs, souvent, il y avait des travaux d'Hervé Lebras là-dessus, il y a plutôt des différences par âge, forcément, que par milieux sociaux.
Mais surtout, je veux dire une chose, le problème, c'est que la famille évolue à toute vitesse. Il y a 25 ans, on ne se disait pas que 60% des bébés naîtraient au mariage, que 30% des enfants seraient entre deux maisons et qu'un mariage sur deux se déferait à Paris avant 5 ans. Donc, si vous voulez, cette discontinuité des liens privés, elle bouge. Là, avec la pandémie, mettons qu'il y ait 10% des Français qui se séparent. C'est le taux chinois. Je ne sais pas s'il va être pareil chez nous. Qu'est-ce qu'on a prévu? Comment on fait? Et comment on va prendre demain? Comment on habitera dans 20 ans? Est-ce qu'on habitera tout seul? Paris, la majorité des logements sont occupés par des gens tout seuls. Est-ce que c'est un modèle qui va se généraliser? Donc moi, je dirais, pensons surtout des logements qu'on peut transformer. On peut habiter avec deux enfants qui sont là à mi-temps, on peut être tout seul, on peut avoir sa vieille maman dans le petit logement à côté. Anticipons qu'on ne sait pas comment on habitera dans 25 ans. Ouais, des logements adaptés à l'imprévisible de la vie. C'est assez inhérent effectivement à l'existence humaine, mais donc c'est à prendre en considération. On retourne vers nos amis étudiants. Est-ce que Virgile Lapierre est dans la salle? On va vous passer, attendez, on va vous passer un autre micro. J'ai vu que vous aviez une question où vous mettiez en parallèle le périurbain à la française et le périurbain américain. Oui. Si vous voulez la poser, allez-y. D'accord, si vous voulez. Oui, alors, effectivement, on a beaucoup parlé de périurbanité aujourd'hui. Et on remarque que le périurbanité à la française semble manquer d'urbanité aujourd'hui. Et le périurbain américain ne semble pas posséder beaucoup plus d'urbanité, et pourtant il semble au moins fonctionner mieux. Comment est-ce qu'on l'explique? Et est-ce que le périurbain américain, c'est quelque chose qui est souhaitable en France? Est-ce que le modèle des communautés de quartier, des communautés territoriales à l'américaine est une chose qui peut inspirer des réflexions à la française? Je vois pardonnez-moi Isabelle, mais je vois la moue dubitatif de Laurent Girometti. Je ne peux pas ne pas vous donner le micro, mon cher. Non, enfin, culturellement, c'est pas la même chose. Le rapport à l'espace n'est pas le même non plus. Hein. Enfin, donc, je ne crois pas beaucoup à la transplantation des modèles. Alors après, en effet, vous pouvez avoir des modèles de type condominium. Enfin, le condominium fermé, ça n'a pas tellement percé en France. L'étalement sans fin, façon banlieue de Phoenix, on n'en est quand même pas là. Mais encore une fois, on n'a quand même pas le même rapport à l'espace non plus. On n'a pas la même densité globale. Voilà, donc après, je ne sais pas vous dire si vraiment il fonctionne si bien que ça, hein, le périurbain américain. Moi, j'ai quand même vu des zones assez désertes ou qui ne faisaient pas très envie non plus. Donc, ça doit dépendre lesquelles, mais je ne suis peut-être pas suffisamment connaisseur du lieu pour porter des jugements définitifs. Mais en tout cas, je pense quand même qu'il y a une ville européenne qui est quand même assez distincte. Isabelle Barraud-Serfati et ensuite Jean Viard. Je voulais juste dire, je pense qu'ils sont très intéressants à regarder du point de vue justement des problématiques de financement. Et notamment, je vous invite à regarder les travaux de Renaud Legois sur les lotissements résidentiels aux États-Unis, avec toutes ces problématiques de qui prend en charge le financement des équipements collectifs. Et je pense qu'aller regarder ce qui se passe là-bas, ça sera peut-être une manière de nous réinterroger sur ce qu'on est peut-être en train de fabriquer en termes de modèle de financement chez nous. Jean Viard. Le périurbain américain a massivement voté Donald Trump, donc je ne suis pas sûr que ce soit mon modèle. Vous voulez réagir, Jean-Philippe? Je vous voulais tendre... Dès que vous avez entendu cette phrase, je vous ai vu tendre la main vers le micro, je vous donne la parole. Non, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment d'Amérique périphérique sur ce périurbain américain qui ne vit pas forcément aussi bien que ça, mais la transposition des modèles est extrêmement compliquée. Moi, je pense que la connaissance des modèles, de ce qui se fait ailleurs pour essayer de prendre ce qui est positif, ce qui peut être transposé est intéressant. Le plaquer, c'est extrêmement difficile. La société américaine est profondément communautariste et sur des aménagements publics qui, par rapport à ce qui est porté en Europe et notamment en France, sont à minima. On est y compris sur des modèles de constructibilité qui sont différents. Enfin, moi, je ne crois pas à une transposition et je ne crois pas non plus qu'on ait un modèle qui soit idéal. Culturellement, l'urbanisme américain s'est fait en avançant parce qu'il n'y avait pas de problème de foncier. La culture est différente, le modèle est différent. Moi, je pense qu'on ne peut pas le transposer. Mais je pense vraiment qu'idéaliser un modèle par rapport à un autre serait une erreur, profondément. Effectivement, ce n'était pas du tout une idéalisation, rassurez-vous. Ouais. Donc, alors, je pense que tout le monde est en phase. Grâce à la concision de vos questions et de vos réponses, on a le temps de prendre une dernière question. Est-ce que Maria Abiraed est encore dans la salle? Je crois que vous aviez une question, mademoiselle. Oui. Parlez bien, rapprochez le micro, malgré, plutôt à cause du masque, justement. Oui.
Donc vous avez mentionné le potentiel en fait des quartiers vis-à-vis des questions écologiques et le développement durable. Vous avez aussi mentionné ou proposé des solutions sur l'aménagement en fait des quartiers pour répondre aux enjeux contemporains. Et je voulais voir si, par exemple, les écoquartiers aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait en produire plus? Est-ce que ce serait une solution qu'on pourrait voir dans le périurbain? Davantage si oui ou pas? Allez-y, oui, si vous voulez préciser encore votre question. Allez, non, c'est bon. Donc, davantage d'écoquartiers pour aller dans la bonne direction. Christine Lecomte, allez-y, vous avez... Enfin, bon, les critères qui sont dans les écoquartiers consistent aussi à aménager les milieux, plutôt peut-être qu'aménager, faire un équilibre entre tout ça. Donc, sur la démarche, c'est très bien. L'écoquartier, comme on avait il y a 20 ans, qui était en fait un écoquartier déconnecté de la ville et qui infusait pas, je pense que c'est plus la bonne méthode, mais c'est plus non plus ce que font, ce qui est prôné. Donc en fait, l'idée, c'est que quand on aménage ou quand on ménage un endroit pour construire, c'est aussi d'infuser dans le reste de la ville et du coup de trouver cet équilibre qui permette non pas de plaquer quelque chose quelque part, mais bien de permettre à qu'un ensemble fasse cohésion. Et aujourd'hui, la considération de l'existant et la cohésion de la fabrication de la ville pour justement qu'on l'accepte et qu'on la porte ensemble, c'est ça qui fait vraiment écoquartier. La dimension sociale de l'écoquartier, elle est fondamentale. Laurent Giambetti, Jean-Philippe Dubois-Clément. Oui, tout à fait. En fait, un écoquartier, c'est une démarche d'abord. Écoquartier, c'est une vingtaine de questions, finalement, une vingtaine de thèmes. Et c'est plutôt un guide pour l'action qui peut s'adapter à tout type de contexte, alors qui peuvent être périurbains, même ruraux d'ailleurs, dans un certain nombre de sujets. Donc la démarche écoquartier en elle-même, elle est vertueuse parce que c'est une checklist des bonnes questions, on va dire. Voilà. Donc je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut la comprendre. Il ne faut pas la comprendre à contrario comme la duplication de tout le temps la même chose partout. Parce qu'en fait, c'est contextualisé. Voilà, c'est vraiment écoquartier, c'est une liste de questions, et après, il faut la contextualiser correctement. Et vraiment, un élément très important en matière d'aménagement, vous aménagez pas n'importe où. En fait, vous le faites à un endroit donné, et donc ça s'inscrit dans un territoire donné. Vous avez un sol sur lequel vous allez du coup faire arriver tout un tas de problématiques qui peuvent paraître contradictoires, et c'est comment vous allez réussir à faire une opération qui essaye de cocher au mieux un certain nombre de cases, mais ça n'est pas la duplication des mêmes quartiers partout. Jean-Philippe Dubois-Clément, un commentaire ? Oui, déjà, c'est, en termes de vocable, un moyen de créer une acceptabilité. Je parlais tout à l'heure du syndrome NIMBY, du fait de ne pas vouloir que le monde, le quartier, les choses évoluent à côté de chez soi. Donc déjà, c'est très souvent, pour les aménageurs ou les élus, c'est aussi, il faut se dire les choses, un moyen de créer une acceptabilité en disant très bien, on aménage, on construit, mais on va le faire de manière vertueuse. Première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est une grille de lecture, c'est une grille d'exigence, c'est essayer de concilier le besoin d'aménagement, le besoin de construction, mais le besoin de préserver un environnement, de préserver nos ressources, de préserver nos consommations énergétiques, de travailler sur le biosourcé, de travailler sur cette notion du bâti. Et puis troisième chose, en fait, quand on parle d'écoquartier, pour moi, c'est profondément la notion de développement durable. La notion de développement durable au sens large, ce n'est pas que la notion environnementale stricto sensu. C'est comment est-ce qu'on conçoit qu'il y ait des femmes et des hommes qui vivent quelque part et qui puissent avoir une complétude de vie, qui puissent se réaliser là où ils sont. Et pour moi, une démarche d'écoquartier ou une démarche de développement durable, c'est comment est-ce qu'on fait qu'un être humain puisse créer sa vie et puisse vivre bien. C'est pas autre chose. Isabelle, un commentaire ou... Non, peut-être juste vous dire que la photo que j'ai montrée tout à l'heure, c'est un écoquartier, donc à chacun d'apprécier. Voilà, le mérite de la concision. Le dernier mot donc reviendra à Jean Viard. On boucle la boucle avec vous. Non mais d'accord, mais alors je vais vous dire une chose. Je pense que la pandémie qu'on vit va être une telle rupture culturelle que ça va accélérer des tendances qu'on n'a même pas idée, si vous voulez. Quand on regarde les pandémies précédentes, etc., moi je pense qu'aussi bien l'écologie, le numérique, le sens de la vie, de comment on a envie d'habiter, est-ce qu'on va supporter les gens qui sont là et qui nous font toujours le même discours. On va être dans une période qui peut être de révolution, qui peut être de conflit, qui peut être de changement des attentes. Donc je dis ça parce que je crois que sur tous ces sujets, on va être face à une accélération des tendances qu'on avait déjà sur la ville écologique, sur le lien, sur les vies privées, etc.
ça peut être absolument gigantesque. Moi, je dis, faisons extrêmement attention de ne pas penser demain le territoire, la vie et la ville un peu comme on les pensait hier. Je crois que pour l'instant, on est dans une pandémie qu'on vit au présent, avec la maladie, la peur, sortir, Noël, etc. Mais après, ce qui va se passer, c'est qu'on va penser la révolution que le monde a vécue en mettant 5 milliards d'hommes faire la même chose au même moment, ce qui n'était jamais arrivé. Et qu'est-ce qu'on va avoir après? Je crois qu'il faut qu'on soit très, très ouvert aux pressions très rapides qui vont bouleverser les sociétés. On va donc terminer sur ce point de suspension, sur ces points de suspension, avant éventuellement un prochain colloque. Merci beaucoup à toutes et tous pour la richesse de ces débats. Merci à nos amis étudiants. Nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. Merci à toutes et tous de votre attention.